Et vous continuez de nous appeler pour les débats qui ouvriront la journée de mardi tout à l'heure avec nos débatteurs. On parlera bien sûr de ce deuxième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. C'était il y a 2 ans jour pour jour. Que reste-t-il aujourd'hui? Comment le mouvement peut évoluer aussi? Un mouvement qui était né notamment sur la question du pouvoir d'achat. Mais là, on va s'intéresser à l'extrême pauvreté avec notre invité, c'est Manuel Domergue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des études à la Fondation Abbé Pierre et vous avez publié ce week-end un chiffre que vous voulez comme un électrochoc auprès de la société. Vous dites qu'aujourd'hui la France compte quelques 300 000 sans-abri. Le chiffre de personnes sans-abri ou mal logées a plus que doublé depuis 2012. Malgré tous les plans qui ont été présentés, malgré tout ça, comment, Manuel Domergue, on en est là aujourd'hui? Alors les 300 000 personnes, ce sont des personnes sans domicile. C'est-à-dire que soit elles dorment à la rue, soit elles dorment dans des centres d'hébergement. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de logement, ce ne sont pas des mal logés, ils n'ont pas de logement du tout, mais ils ne sont pas forcément tous dans la rue comme l'image qu'on peut avoir des SDF dans la rue. Il y a une petite partie de ces 300 000 personnes qui dorment effectivement dans la rue, mais la plupart sont dans des centres d'hébergement. Comment on peut l'expliquer? Parce que c'est très impressionnant, un doublement du nombre en 8 ans, c'est énorme. D'une part, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui perdent leur logement, de personnes qui sont expulsées de leur logement, de plus en plus de personnes qui sortent des institutions qui ont beaucoup de carences, et je pense à l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup de jeunes sortent à 18 ans sans solution, sans aide familiale par définition. Beaucoup de personnes sortent de psychiatrie également sans solution. On a supprimé beaucoup de lits en psychiatrie sans les remplacer par des vraies solutions à l'extérieur de l'hôpital. Et donc on voit beaucoup de malades psychiatriques qui sont dans la rue. Et puis évidemment, et ça a beaucoup changé depuis 2012, c'est la politique migratoire qui a du mal à accueillir les flux migratoires qui arrivent, en particulier depuis 2015. Et donc ça fait partie des causes importante d'augmentation du nombre de personnes qui sont sans domicile. Ça ne veut pas dire que l'État ne fait rien. L'État dépense beaucoup d'argent pour héberger en urgence les personnes qui sont à la rue. Et on voit une inflation très forte du nombre de personnes qui sont hébergées dans des hôtels, dans des centres d'hébergement d'urgence. Donc ça coûte beaucoup d'argent, à peu près 2 milliards d'euros chaque année payés par l'État. Mais ça ne permet pas de sortir de sa condition de sans domicile. Ça ne permet pas de s'en sortir de la grande précarité. Donc ça veut dire que c'est pas bien utilisé ou c'est pas efficace? Ce sont des solutions précaires, des solutions d'urgence, et on répond toujours à l'urgence par des solutions d'urgence, et en fait ça ne marche pas. Ce qui fait consensus maintenant parmi tous les acteurs du logement en France, en Europe, dans le monde, c'est la philosophie du logement d'abord. Arrêter de répondre avec des hébergements précaires et proposer le plus vite possible des vrais logements pérennes de droit commun aux personnes. Parce que les personnes qui sont à la rue, comme vous et moi, ont besoin de se poser, de se sentir chez soi sans délai, pas simplement pour 1 semaine ou 2 semaines parce que ça c'est trop précaire, mais besoin d'avoir de la stabilité pour reprendre des soins, pour reprendre des démarches administratives avec sa famille. Et pour ça le logement il est indispensable, il doit arriver en premier dans la chaîne qui permet de remonter à la surface. Donc ce que vous dites, c'est qu'à l'approche de l'hiver, là, on va avoir une nouvelle flambée de gens qui sont dehors, dans la partie, on va dire, visible de l'iceberg. L'État va colmater comme il peut, mais pas traiter le fond. Absolument, et colmater, c'est un vrai effort et c'est mieux que rien, on ne va pas cracher dans la soupe. On est dans un pays, en France, où l'État met beaucoup d'argent pour héberger les personnes. Ouais, vous dites 2 milliards. On peut le reconnaître, c'est pas pour dire qu'il ne se passe rien. Seulement, ce n'est pas la solution, ce n'est pas une solution pérenne. Et donc, on maintient de plus en plus de personnes dans ces formes d'hébergement extrêmement précaires. Quand on parle des hôtels, il y a maintenant 60 000 personnes, surtout des femmes et des enfants, qui sont depuis des années dans ces hôtels, à la grande périphérie des villes, sans moyen de se faire à manger parce qu'il n'y a pas de cuisine, sans adresse personnelle, on ne peut pas se sentir chez soi, avec beaucoup de surpeuplement. La moitié des enfants dorment dans le lit de leurs parents dans ces hôtels-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. Donc comment on peut espérer que ces personnes reprennent pied dans la vie dans des conditions aussi précaires? C'est pas possible. Il y a un plan du logement d'abord qui a été mis en place par le gouvernement et il est très bon ce plan depuis 2017. Seulement il n'est pas financé, donc ça reste un plan essentiellement sur le papier qui donne lieu à quelques expérimentations intéressantes. Maintenant il faut changer structurellement la politique et mettre plus d'argent sur l'aide au logement, les APL, les logements sociaux, les logements très sociaux, aider les bailleurs sociaux, les HLM à faire leur travail et arrêter de mettre tout cet argent sur l'hébergement d'urgence parce que c'est juste du colmatage. Tous ces chiffres, Manuel Domergue, ils sont avant Covid?
Alors, les 300 000 personnes sans domicile, c'est en octobre 2020. Donc, ça prend en compte l'effort très important qui a été fait pendant le confinement, 30 000 places d'hébergement qui ont été ouvertes, pour essayer justement de colmater les brèches et de ne pas laisser les personnes à la rue. Seulement, la sortie vers le vrai logement, aujourd'hui, elle est bouchée pour toutes ces personnes parce que la crise du Covid a aggravé le problème. Il y a beaucoup moins d'attributions de logements sociaux en 2020 que les années précédentes parce que les gens ne bougent plus. Ils sont les locataires HLM qui sortaient des HLM en sortent presque plus. La production de logements neufs, elle est aussi assez grippée. Donc, il y a moins de solutions de logement. Et donc, comme il y a plus en plus de personnes qui perdent leur logement et qui se retrouvent à la rue, donc elles restent en général pas très longtemps à la rue. La plupart d'entre elles ont accès à un hébergement, mais après, elles sont bloquées. Donc maintenant, il faut débloquer l'accès au vrai logement. Il faut mieux financer les bailleurs sociaux. Aussi, les contraintes davantage tout le secteur de l'attribution HLM à accueillir les personnes sans domicile. Vous dites à la Fondation Abbé Pierre que la solution passe par le logement d'abord plutôt que par l'emploi? Puisqu'on sait par exemple les travailleurs pauvres qui ont des problèmes de logement. C'est le coût du logement, la solution, elle est par quel bout? Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir tout ça ensemble. Seulement, il faut commencer par le logement. Parce que c'est totalement illusoire de penser que quelqu'un va prendre un emploi stable, s'y tenir en étant à la rue. C'est impossible. Il y a quelques personnes qui sont à la rue qui arrivent à avoir des petits boulots ici ou là, mais il y a un moment, ça lâche. Parce que quand on ne peut pas se doucher, on ne peut pas dormir, on ne sait pas où habiter, on ne peut pas garder un emploi suivant une formation. C'est tout à fait compréhensible. Et donc, il faut commencer par un logement et ensuite mettre en place ce qui est nécessaire pour avoir un emploi. Et puis, si on conditionne l'accès au logement à un emploi qui serait la condition, on voit bien qu'en ce moment, ça ne va pas marcher. Où est-ce qu'on va trouver des emplois pour les 4 millions de personnes qui sont au chômage aujourd'hui? L'économie, elle est à l'arrêt. Structurellement, il est difficile, dans les mois et les années qui viennent, d'espérer un retour au plein emploi. On ne va pas se mentir. Donc, est-ce qu'on laisse les gens à la rue en attendant que le plein emploi revienne, alors que ça fait 30 ans qu'on l'attend et qu'il n'a jamais été là? Donc voilà, il faut commencer par un logement. C'est un droit fondamental d'avoir un logement, il faut le respecter. Ce droit n'a pas à être conditionné au fait d'occuper un emploi ou pas. Là, avec la publication ce week-end de ces chiffres que vous avez annoncés comme étant un électrochoc, est-ce que vous avez eu des retours des autorités, du gouvernement sur ce chiffrage et sur les solutions pour éviter une catastrophe à venir? Alors pour l'instant, on a eu une réunion lundi matin, donc hier, pour essayer de prévenir les impayés de loyer et pour les mesurer. Parce qu'en fait, les impayés de loyer qui sont liés à la crise du Covid sont les expulsions de 2021 et de 2022 qui se préparent là. Donc il faut les empêcher en amont. Ça fait depuis maintenant 6 mois qu'on plaide auprès du gouvernement pour qu'il aide les locataires qui sont ponctuellement, à cause du Covid, en incapacité de payer leur loyer pour éviter de tomber dans la spirale du surendettement. Jusqu'ici, le gouvernement a fait essentiellement la sourde oreille là-dessus et il consent maintenant à créer cette cellule de veille des impayés pour vérifier s'il y a vraiment des impayés, comme s'il y avait le moindre doute sur le fait qu'on a déjà plus d'impayés et qu'on va en avoir davantage. C'est mathématique. Ça veut dire, vous dites quoi? Ça veut dire que c'est la suspicion qu'on jette encore un peu plus sur les plus fragiles, c'est ça que vous dites? En fait, c'est une sorte de scepticisme. Les personnes, soyons bien sûrs qu'il y a des impayés, mais évidemment qu'il y a des impayés. On a des chiffres depuis le début du confinement, et même dans le parc privé, on a moins de chiffres parce qu'il y a moins d'indicateurs qui peuvent être suivis par la puissance publique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathsup pour comprendre que quand il y a 1 million de chômeurs en plus, il y aura des impayés en plus. C'est l'évidence. Donc il faut mettre en place tout de suite les mécanismes pour éviter à ceux qui sont en impayés. Est-ce qu'ils vont être 100 000, 1 million, 2 millions? On ne sait pas, mais il y en aura. Il y en a déjà, c'est évident. Et donc, il faut mettre en place les mécanismes pour les aider ponctuellement le temps de passer cette phase difficile qui va durer encore quelques mois avant que l'économie reprenne son cours normal, espérons. Alors bien sûr à la Fondation Abbé Pierre, mais on parle aussi à toutes ces ONG et ces associations qui viennent en aide aux plus démunis. Il y a plusieurs collectes qui sont faites et du côté des Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, tous ces gens-là qui vont permettre aux plus démunis de passer l'hiver. On les oublie pas non plus, c'est important de le rappeler parce que la solidarité là doit jouer à plein, vous dites, pendant cette période de Covid, pendant cette période de crise sanitaire et sociale, en tous les cas économique qui se profile.
Oui, tout à fait. C'est l'aspect aussi rassurant pour la société française. On a vu pendant le premier confinement une résurgence de la solidarité, des aides, des dons aux associations, de bénévoles qui n'étaient pas des bénévoles habituels, se lancer parfois un peu dans le désordre pour aider les personnes en urgence qui étaient dans la galère. Et donc on espère que ça va perdurer et que les personnes non seulement vont donner, vont aider directement, mais vont attendre du gouvernement, des autorités locales, des politiques de solidarité qui seront un peu plus ambitieuses que ce qu'on voit aujourd'hui. Dans ce que vous faites comme bilan dans cette enquête que vous publiez, je rappelle aussi que tous les profils, que ce soit des jeunes, des personnes âgées aussi en grande précarité, aujourd'hui tous les profils sont touchés par ce problème de l'exclusion sociale et du mal logement des sans domicile fixe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manuel Domergue. Je renvoie donc à votre étude à la Fondation Abbé Pierre, ces chiffres que vous avez publiés ce week-end, ces 300 000 SDF comptabilisés à ce jour. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va continuer sur les questions justement de pouvoir d'achat, avec les Gilets jaunes. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, ces premières manifestations sur les ronds-points, ce basculement dans notre société avec ce mouvement populaire qui naissait un peu partout en France. On va y revenir avec nos débatteurs.